Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Sport du dimanche de ce jour 24 juin 2018. Comme vous le savez, la Coupe du Monde bat son plein du côté de la Russie. Ça a démarré depuis le 14 juin dernier et ça va se poursuivre jusqu'au 15 juillet prochain. Et cette émission sera entièrement dédiée au football et à la Coupe du Monde. Donc ce sera un spécial Russie 2018. Nous allons parler des différentes équipes africaines qui sont engagées dans cette compétition et qui connaissent des fortunes diverses, car vous le savez déjà, certaines sont déjà éliminées, d'autres vont encore batailler pour pouvoir poursuivre l'aventure en terre russe. Pour parler des différentes équipes africaines qui sont présentes du côté de la Russie et pour décrypter cette émission, analyser les différents aspects, les différentes oppositions, je suis accompagné ce matin de Noureddin Salouka. Bonjour Nourou. Bonjour Kader. En tout cas, bienvenue sur notre plateau, sinon nous sommes heureux de t'accueillir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver les téléspectateurs de Burkina Info. Merci à vous. À ma gauche, c'est Gaël Baila. Bonjour Gaël. Bonjour Kader, bonjour aux amis sportifs. Et enfin, c'est Abdul Karim Ouedraogo de la Ligue de football professionnel. C'est vrai que ce matin, on ne parlera pas de football local et on va aller voir du côté de l'international et du côté de la Coupe du Monde en Russie. Bonjour Abdul. Bonjour Kader, bonjour aux téléspectateurs. Alors, le décor étant planté, les équipes africaines, vous le savez, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a le Nigeria, il y a la Tunisie et il y a le Sénégal qui sont engagés dans cette compétition mondiale-là. Et d'ores et déjà, vous le savez très bien comme nous, à l'issue de deux sorties, l'Égypte, le Maroc, à une moindre mesure, la Tunisie sont déjà hors course parce qu'avec les défaites enregistrées, elles sont déjà éliminées. Alors, on va commencer par le groupe A, le groupe dans lequel figure l'Égypte. L'Égypte, deux sorties, deux défaites. La dernière en date, c'était face à la Russie, 3-1, avec un Mohamed Salah beaucoup diminué, mais qui a réussi à marquer un penalty, somme toute insuffisant pour permettre à l'Égypte de battre la Russie. Donc, 3-1, deux défaites pour la Russie et pour l'Égypte, pardon, éliminé de cette compétition-là. On s'attendait à une meilleure prestation de la formation égyptienne dans cette compétition et dans ce groupe A. Exactement, c'est comme vous l'avez dit. Moi, personnellement, j'avais fondé beaucoup d'espoir sur cette équipe égyptienne qui, lors de la CAN passée, nous a montré une équipe qui était très bien organisée et avec un chef d'orchestre qui a tout cassé au cours de l'année 2018. Malheureusement, il s'est blessé lors de la finale de la Ligue des Champions et ça a dû bouleverser les plans de l'Égypte et aussi à prendre le but assassin à la dernière minute contre l'Uruguay. Il ne les a pas mis dans les bonnes conditions parce que qui connaît Hector Raoul Cooper, le sélectionneur égyptien, c'est un entraîneur qui joue beaucoup sur la contre-attaque. Et contre la Russie, il fallait faire le jeu et sortir contre une équipe qui a, devant son public, qui a remporté son premier match 5-0. C'était quasi impossible pour l'équipe égyptienne, surtout que le chef d'orchestre, Mohamed Salah, était diminué. Pour moi, c'est une déception de voir l'Égypte sortir au premier tour dans cette poule-là. C'est vrai que l'Égypte est tombée lourdement face à la Russie, mais on va dire que l'élimination de l'Égypte, c'était peut-être le premier match face à l'Uruguay. Bon, ils avaient quand même, malgré cette défaite contre l'Uruguay, ils avaient toujours l'opportunité de pouvoir se relancer dans cette compétition. Mais face au pays organisateur, oui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est difficile parce que là, la défaite contre l'Uruguay, surtout les circonstances dans lesquelles ils prennent ce but dans les dernières minutes, là, alors qu'ils ont quand même bien résisté aux offensives menées par Cavani et Suarez. Suarez qui a eu quand même de bonnes occasions, mais qui s'est heurté quand même au gardien égyptien, qui a été même l'homme du match, désigné l'homme du match malgré la défaite de son équipe. Mais j'ai toujours dit que quand on a un gardien de but, est désigné homme du match de votre équipe, c'est toujours pas bon signe. Ça veut dire que vous avez subi. Oui. Voilà, et donc, il a fallu que le gardien multiplie les prouesses pour garder cette cage. Un match nul allait être perçu même comme une victoire, avec très bon pour le moral des Égyptiens pour pouvoir aborder le second match. Et peut-être que Cooper n'allait pas être obligé de précipiter le retour de Salah, ou peut-être le lancer peut-être dans le bain en seconde période. Et là, il n'avait plus de choix, il fallait lancer le garçon. On a senti quand même qu'il était un peu rouillé, mais malgré ça, il a affiché quand même un bon niveau. Il a été auteur d'un but, mais comme vous-même vous l'avez dit, c'était quand même insuffisant pour permettre à l'Égypte de pouvoir terrasser la Russie devant son public. Et les Russes, ils étaient quand même très confiants en abordant ce match, surtout les 5 buts
qu'ils ont inscrit contre l'Arabie Saoudite. Ça leur a donné vraiment beaucoup de confiance, surtout que c'est une équipe dont on doutait du niveau. Pendant toute l'année 2018, c'est une équipe qui a eu du mal à s'imposer. Et vous démarrez votre Coupe du Monde par un feu d'artifice, c'est clair que la suite, vous avez le soutien de tout un peu. Finalement, vous êtes même par tous les adversaires. Voilà, justement, et avec un garçon tel que Chérichev qui renaît quand même, hein, on ne s'attendait pas à le voir parce qu'il n'a même pas commencé comme titulaire lors du premier match. Et dès qu'il est rentré, il réussit un doublé, ça le met en confiance. Et contre l'Égypte, il réussit encore un autre but. C'est-à-dire que voilà, malheureusement pour les Égyptiens, avec 2 défaites, c'est carrément plié. Maintenant, il va falloir sauver l'honneur contre l'Arabie Saoudite. Ce sera d'ailleurs le lundi prochain sur le coup de 14h. Abdul Karim Ouedraogo, est-ce qu'on n'avait pas vu l'Égypte un peu trop beau dans ce groupe-là? C'est vrai qu'on se disait que le pays organisateur avait beaucoup de chances de se qualifier, mais aussi la deuxième place qualificative ne revenait pas forcément à l'Égypte, mais plutôt à l'Iran. Et c'est notre avis, hein, et sur le papier et sur le terrain, ça s'est vérifié. Oui, moi je pense que peut-être que l'erreur de l'Égypte, c'est que l'entraîneur ne s'est pas basé sur un collectif, mais il a préparé son équipe sur des individualités comme Mohamed Salah. Bon, ça se justifie parce que au cours de l'année 2018, quand même, Salah était vraiment l'un des meilleurs joueurs du monde parce que il avait toutes les qualités pour pouvoir amener l'Égypte très bien dans ce mondial. Malheureusement, la blessure de Salah au cours de la finale de la Champions League. C'est le 23 mai ou le 25 mai. Mais déjà, entre le 23 et le 14, le 14 juin, début de la compétition, il y a eu quand même un long temps où l'Égypte savait qu'ils étaient dans l'incertitude de pouvoir exploiter Mohamed Salah. Est-ce que déjà à ce niveau-là, on ne pouvait pas déjà commencer à remodifier le plan pour ne plus compter sur Salah? L'Égypte qui a joué le premier match de l'Égypte où Salah n'était pas là, vous avez vu que il manquait vraiment un tueur. Parce que les gens, on dirait qu'ils se sont préparés. À la fin, on donne à quelqu'un qui peut marquer dans toutes les positions et puis il fait la différence. Mais on a vu que l'Égypte a peiné à avoir vraiment de véritables occasions. Et puis, malheureusement, à la dernière minute, quand on n'arrive pas à marquer, on s'attend à encaisser et ça n'a pas facilité les opérations. Mais contre la Russie, c'est clair que un pays organisateur qui démarre bien la compétition, c'est une machine. Il y a une capitale confiance qui est là. Oui. C'est très difficile de contrer cette équipe-là. Je ne vois pas, peut-être la suite du mondial nous dira, mais la Russie qui est partie là, c'est pas pour rester à côté. Ils ont tous les atouts pour pouvoir aller loin dans cette compétition. Déjà qu'ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Peut-être que leur vrai test dans ce mondial, ça va être contre l'Uruguay le lundi lors de leur dernière sortie. Non, je pense que lors de leur dernière sortie, ils n'ont rien à perdre comme du reste durant tout ce tournoi. Souvenez-vous, une semaine avant le début du tournoi, de l'interview hallucinante du président Poutine. Le président du pays organisateur qui assassine ses joueurs avant le début de la compétition. Donc, le peuple russe ne s'attendait pas à ce qu'il fasse un bon tournoi. Donc, tout ce qui arrive, c'est du bonus. Et pour avoir vu les 2 premiers matchs de l'Uruguay, ça a été minimaliste, efficace, on gagne, mais dans le jeu, ça n'apporte pas grand-chose. Oui. Et je pense que même un match nul, ça fera l'affaire des 2 équipes. La Russie restera à Moscou pour jouer son 8e de finale. L'Uruguay n'aurait pas perdu. Je pense que moi, je ne m'attends pas à un grand match. C'est juste pour gérer et puis donner du temps de jeu à tout le monde pour qu'ils puissent participer à l'aventure. Par contre, entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, ça va être quand même un beau duel pour ne pas partir à la maison avec 0 point pointé. Ce sera un très beau duel entre les frères arabes. Et je pense que l'Égypte, pour son orgueil, ne va pas vouloir sortir sans victoire. Et je pense que ce sera bien même pour nous Africains que l'Égypte aussi remporte une victoire. Est-ce qu'on n'a pas trop un peu compté sur, on n'a pas trop misé sur la Coupe d'Afrique de l'Égypte pour essayer de faire des pronostics, de faire des calculs sur la prestation de l'Égypte dans cette compétition-là? On sait qu'en 2017, l'Égypte avait fait une très belle CAN du côté du Gabon, où ils sont partis carrément en finale face au Cameroun, qu'ils ont d'ailleurs perdu. Mais est-ce qu'on ne regardait pas l'Égypte depuis l'an passé pour essayer d'évaluer ses performances dans cette Coupe du Monde-là? Je pense que l'Égypte
D'abord, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a été reconstruite, hein, qui a manqué plusieurs Coupes d'Afrique. Et quand Cooper est arrivé, il a fait confiance à la génération Mohamed Salah, El Nini, Trezeguet, Marouane Mossen et autres. Et aujourd'hui, l'équipe est en train de grandir. Et il y avait quand même de la place pour l'Égypte dans cette poule, vu le niveau de la Russie qu'on connaissait avant ce mondial-là. On se disait qu'il y avait quand même de la place. Et quand vous regardez le premier match, l'Égypte même commet moins d'erreurs que le second match. Alors que le premier match, il n'avait pas Salah, mais ils ont su jouer au collectif. Et malheureusement, au niveau sur le plan offensif, ils étaient très peu dangereux. On a senti que Mossen était quand même assez esselé. Trezeguet, qui devait le soutenir sur le côté, n'a pas eu son rendement habituel. Et quand vous avez aussi en face des garçons comme Godin et Jiménez, un axe central comme ça, c'est difficile. Pour un garçon comme Mossen de pouvoir tirer sur les épingle. Peut-être que la présence de Salah aurait pu lui permettre de se libérer. Mais lors du second match, Cooper, comme il avait le dos au but, comme l'a souligné Nourou, il était obligé d'être beaucoup plus joueur. Et ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et malheureusement, son équipe a commis des erreurs, dont un autogol et autres. Et puis bon, voilà, on connaît la suite. Mais je pense que cette équipe, il faut miser quand même toujours sur cette équipe-là. Elle est jeune, elle a du talent. Et pour la suite, d'ici 2022, vous aurez quand même une équipe de l'Égypte qui pourra vraiment faire mieux. L'équipe est jeune, l'équipe a du talent, oui, Nourou. Non, je voulais rajouter que contrairement aux pays africains, l'Égypte s'est inscrite dans la stabilité depuis un certain temps. Hector Cooper est là depuis 2014, je crois. Et si on le laisse travailler, on va aboutir à une vraie génération en 2022, comme le disait Gaël. Pendant ce temps, ce sera sans le gardien El Hadari. Peut-être que le dernier match face à l'Arabie Saoudite pourrait être sa chance de jouer à 45 ans dans cette Coupe du Monde. Moi, j'étais à la place de l'entraîneur, même si c'est quelques minutes, j'allais mettre El Hadari pour remarquer l'histoire, quoi, parce que bon, c'est la première fois quand même qu'on voit un gardien de cet âge-là qui est titulaire, qui est dans l'effectif pour aller à la Coupe du Monde. Donc, on devrait lui donner sa chance de pouvoir marquer au moins un événement pour l'Égypte et pour le gardien dans cette Coupe du Monde. Mais pour moi, bon, contrairement à ce que vous dites là, quand je regarde l'Égypte, la CAN 2017 là, ils ont gagné, ils sont arrivés en finale, mais ça s'est joué sur vraiment des détails. Même le match contre le Burkina, c'était des détails sur des détails, sur des tirs au penalty, qui bon, se sont qualifiés pour la finale. Et bon, on a vu qu'ils n'ont pas été très décisifs face au Cameroun lors de la finale. Donc, je pense que l'opinion s'est préparée en fonction de la performance de Salah. On voit que Salah était là, tout lui réussit. On dit, bon, avec l'Égypte, il faut faire attention. Avec Salah, l'Égypte va être vraiment un candidat sérieux. Bon, malheureusement, avec ce qui est arrivé, Salah est arrivé pas avec toutes ses potentialités. Donc, je pense qu'ils ont dû forcer même pour pouvoir le mettre dans l'effectif. Jusqu'à la dernière minute, on hésitait s'il allait être aligné ou pas. Donc, la preuve, le premier match, on a préféré ne pas le mettre parce qu'il ne devait pas disposer de toutes ses capacités. Physique, oui. Voilà, donc bon, le Salah qu'on voit à la Coupe du Monde, là, ce n'est pas le Salah de Liverpool. Donc, bon, c'est une autre. Donc, l'Égypte, en fait, ils auraient pu quand même mieux se concentrer sur vraiment un jeu collectif et puis mettre de côté Salah. Et si Salah vient en appui, ça sera un plus. Mais tout miser sur une star qui ne donne pas, bon, voici les conséquences. En tout cas, je vois très mal Hector Cooper regarder Salah sur le banc. Après coup, c'est plus simple de dire que Salah devrait rester sur le banc. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir un atout comme un joueur comme Salah, de la trempe de Salah, et puis s'en priver. Si les médecins vous donnent le feu vert, vous trouvez qu'il peut tenir, vous allez l'aligner. Et puis bon, voilà. Et puis Salah, c'est pas que l'Égypte, contrairement à ce que Abdul Karim explique, l'Égypte ne joue pas forcément uniquement autour de Salah. Moi, j'ai bien suivi les éliminatoires de cette équipe. Il y a un collectif qui est là. Maintenant, lui, ils se font très bien dans ce collectif, mais arrive souvent à faire la différence quand l'équipe, il prend le jeu à son compte quand l'équipe ne tourne pas bien. Et voilà, malheureusement pour lui, il n'est pas arrivé à 100%, et puis l'équipe est déjà dos au mur. Et voilà, ils ont déjoué contre l'équipe organisateur. Je ne dirais même pas qu'il prend le jeu à son compte. L'Égypte, c'est un collectif. Et lui, il est là pour finir le travail. Malheureusement, pour cette génération égyptienne, ils n'ont pas la chance de leurs prédécesseurs qui avaient des Oussama Hassan, des
Imed Moteb, on sait que l'ancien de Zamalek, c'est lui qui marquait tout le temps en finale, dont le nom m'échappe. Ouais, non, pas Treka, il y avait un jeune qui a, dans les années 2006, qui, voilà, ils n'ont plus ce renard de surface. Donc, Salah était l'élément offensif principal. Si vous voyez, vous regardez les matchs, on avance jusqu'à 40 mètres de but adverse. El Neni a le ballon, il tourne, il ne sait pas comment avancer parce qu'il n'y a pas cet élément déclencheur pour aller de l'avance. D'accord. Alors, on va passer dans le groupe B. On va passer au groupe B, si vous le voulez bien, dans lequel figure le Maroc. Le Maroc aussi déjà éliminé hein, pour avoir perdu face au Portugal et aussi face à l'Iran. Contre le Portugal, quand même, hein, disons les deux matchs perdus par le Maroc. À un moment donné, le Maroc s'est retrouvé et a même dominé le match. Malheureusement, l'adversaire avait déjà fait la différence et c'était beaucoup plus compliqué pour le Maroc hein, de pouvoir tirer son épingle du jeu. Maroc-Iran 1-0 en faveur de l'Iran, Maroc-Portugal 1-0 en faveur du Portugal. C'est des tarifs hein, minimaux, mais quand même qui éliminent le Maroc. Le Maroc a été éliminé sur des coups de sort. Quand vous prenez le premier match contre l'Iran, normalement en première mi-temps, on parlait de l'Égypte et du manque de buteurs. En première mi-temps, le Maroc devait regagner les vestiaires avec au moins 2 buts d'avance. Et finalement, celui sur qui on comptait, c'est lui qui a marqué le autogol Boadouze contre son propre gardien. Et contre le Portugal, très tôt dans le match, 4e minute, vous prenez un but de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Vous poussez, ils gagnent de belles occasions. Je pense même qu'ils ont... Le gardien portugais a été, pour moi, l'homme du match dans la deuxième période. Et bon, c'est difficile, ça me rappelle le Maroc de 94 à la Coupe du Monde avec les Hadji, les Béja qui jouaient bien et au final qui perdaient parce qu'il n'y avait personne pour pousser au fond. D'accord. Pourtant, hein, cette équipe marocaine, hein, quand on la regarde, hein, il y a quand même de beaux noms dans cette équipe-là. Les Wabi Kayseri, les Benassia, les Benassia. On a plein de garçons hein, qui évoluent du côté de la Ligue 1 française et qui font des merveilles dans les clubs, les Boussoufa. Oui, il y a de belles individualités dans cette équipe. Et même hein, le jeune Kabi qui a éclaboussé le championnat d'Afrique des Nations. Oui, mais qui était aligné lors du premier match et qui malheureusement ça a été au bloc défensif iranien qui a été mis en place par Carlos Queiroz. Et il y a beaucoup de regrets pour cette élimination du Maroc parce que c'est sur 2 relâchements, sur des coups de pied arrêtés qui se font punir. Alors que dans le jeu, ils ont proposé beaucoup de choses, ils ont vraiment produit un beau football et malheureusement sur 2 coups de pied arrêtés, ils se font prendre au piège et c'est l'élimination directe. Et quand je suis un peu leur premier match contre l'Iran, j'ai pensé directement à une rencontre qui a opposé l'Afrique du Sud au Burkina Faso en 2002 où on a vu une équipe sud-africaine qui a sérieusement dominé le Burkina mais qui a été accrochée. C'était Carlos Queiroz qui aujourd'hui entraîneur de l'Iran qui était le coach de l'Afrique du Sud en ce moment. À la fin du match, pour expliquer sa contre-performance, il a plutôt critiqué le jeu proposé par le Burkina qui a trouvé qu'il n'y avait pas de milieu de terrain, il n'y avait pas de système, c'était difficile de pratiquer, jouer contre un tel adversaire qui survole le milieu de terrain. Et curieusement, c'est ce même schéma qu'il a emprunté à Puri et Jacques Yamiogo pour pouvoir aujourd'hui battre le Maroc et même créer des difficultés à l'Espagne dans le deuxième match. Donc c'est dit qu'il a appris aussi quelque part du Burkina Faso. D'accord. Alors le Maroc, au-delà de l'élimination du Maroc, est-ce que c'est pas un peu l'élimination, sinon une sortie triste de Hervé Renard, l'entraîneur marocain, qui est un entraîneur qui a du caractère et qui comptait beaucoup sur cette formation marocaine-là pour quand même essayer de grimper sa cote de popularité au niveau mondial? Bon, moi je pense que Hervé Renard n'a rien à se reprocher parce que quand vous regardez le jeu du Maroc et puis les hommes qu'il choisit pour jouer, bon, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas mis les bons hommes, on ne peut pas lui reprocher dans la lecture du jeu là. Vous voyez qu'il y a une conception, ça se développe. Maintenant, c'est à la finition que ça se calme. Et tous les 2 buts là, c'est sur des détails. Si vous regardez le deuxième match là, c'est vrai que c'était très tôt, mais si vous regardez la disposition des défenseurs, il y a un défenseur qui avait le choix entre 2 joueurs à prendre.
Et si tu prends quelqu'un qui a marqué 3 buts dans le match précédent, Cristiano Ronaldo, qui est bien connu là, le choix était de prendre Cristiano Ronaldo au lieu de prendre l'autre joueur. Mais il a choisi de prendre l'autre et puis il a laissé Cristiano Ronaldo, qui est l'homme le plus dangereux devant les surfaces. Donc c'était un choix qu'il ne fallait pas faire. Donc ça, c'est des détails, mais je ne peux pas remettre ça sur le dos de Hervé Renard, qui a quand même, je pense que si vous regardez le Maroc... C'est après maintenant qu'on peut voir la réaction de l'entraîneur. Vous prenez un but à la 4e minute, il faut forcément réorganiser l'équipe et puis aller chercher à égaliser. Mais si vous regardez le jeu, jusqu'à la fin, il n'y a pas eu une domination du Portugal sur le Maroc. On sentait que quelque chose allait arriver. Et jusqu'à la fin du match, on pensait que le Maroc allait pouvoir revenir et puis même prendre l'ascendant sur le Portugal. Malheureusement, ils n'ont pas pu le réaliser jusqu'à la fin. Le but qu'ils encaissent dès la 4e minute, il est quand même un peu litigieux parce qu'on voit que sur le premier ballon, sur le centre plutôt, au premier poteau, le défenseur marocain a été bousculé par Pépé qui l'a carrément écarté même de l'action et ça a permis à Cristiano de venir couper la trajectoire du ballon. Pour revenir à la question de Kader sur Hervé Renard, je pense que Hervé Renard sort grand gagnant. Ça fait 20 ans que le Maroc ne s'était pas qualifié pour une Coupe du Monde. Est-ce que finalement... Oui, allez-y, après je vais vous poser une question. Et il les a qualifiés. On a vu, comme l'a dit Abdul Karim, il y avait un jeu élaboré. Pour moi, si un entraîneur met en place un schéma de jeu et que les joueurs arrivent à amener le ballon jusque dans la surface, il a fait son boulot. Et je pense que si qu'en conférence de presse, il a eu une sortie digne en disant qu'il est fier de ses hommes. Oui. Et moi, je pense que les Marocains peuvent être fiers. J'ai aimé sa sortie plus que celle incendiaire de Benassia qui a commencé à s'attaquer aux dirigeants. Je pense que après une élimination, la frustration est légitime. Mais en tant que capitaine et du haut de ses 31 ans, il devrait s'abstenir de certains propos. À côté de Benassia, on a un garçon comme Younes Belanda, qu'on n'a pratiquement pas vu dans cette compétition, alors que après son passage du côté de la France, il nous avait accoutumé à un football beaucoup plus efficace actuellement du côté de la Turquie que ce qu'il a produit dans ce mondial-là. Le Maroc s'en sort finalement avec 0 but marqué. C'est vrai qu'ils vont jouer demain face à la formation de l'Espagne, mais jusque-là, le Maroc n'a marqué aucun but. Pourtant, ils ont plein d'attaquants. On a Younes Belanda, on a Mehdi Benassia, on a El Kabi, on a Ziyech. On s'attend forcément à ce qu'au moins ils retournent à la maison avec des buts. Même s'ils sont éliminés. Oui, je pense que aussi, comme on l'a dit, ça fait 20 ans qu'ils n'avaient pas participé. C'est une nouvelle génération qui est en construction. C'est vrai qu'il y a des expérimentés comme Benassia, mais vous prenez Amin Harit, il a 20 ans. Vous prenez Ziyech, 22 ans. Il y a des anciens comme Boussouva pour les encadrer, mais c'est difficile. On parle d'une Coupe du Monde et notre ami qui a été meilleur buteur du Charles, le Charles réservé aux joueurs voilà, et la Coupe du Monde, il y a un grand fossé. Je dirais même que c'est abyssal le fossé qui les sépare. Donc il y a des motifs d'espoir et qui sait, peut-être qu'il y aura une belle surprise pour le 3e match. Qui va être beaucoup plus compliqué face à l'Espagne. L'Espagne qui va peut-être jouer pour sa qualification, parce que vous savez, l'Espagne a un match nul, une victoire, 4 points, au même titre que le Portugal, un match nul, une victoire. Ce lundi, sur le coup de 18h, ça va être Espagne-Maroc, Iran-Portugal. C'est vrai que logiquement, c'est beaucoup plus facile pour l'Espagne d'affronter une équipe déjà éliminée que pour l'Espagne qui va jouer contre l'Iran qui cherche aussi la qualification. Mais est-ce que déjà éliminé, le Maroc peut se permettre de lever le pied? Non, le Maroc jouera carrément ses chances pour pouvoir sortir la tête haute de cette compétition. On se souvient très bien qu'en 98, le Maroc et l'Espagne, c'est les voisins. Il n'y a que la petite mer, la Méditerranée qui les sépare. Les derniers matchs, on a vu des garçons comme Hadji donner tout ce qu'ils avaient dans le ventre pour remporter. Voilà, donner tout ce qu'ils avaient dans le ventre pour pouvoir remporter au moins une victoire. Et sur ce dernier match, le Maroc, voilà, comme vous-même l'avez à proximité avec l'Espagne, il y a des trucs de culture et de tradition qui existent un peu depuis longtemps. Il y a forcément une motivation. Et Renard, c'est clair qu'il ne va pas demander, il va toujours trouver les bons mots pour motiver ces garçons pour qu'ils puissent réaliser
quand même un hold-up, pourquoi pas, lors de ce dernier match. C'est quand même face à un mondialiste. Hein, le Maroc, l'Espagne a remporté la Coupe du Monde en 2010. Par contre, le Maroc cherche encore ses marques dans cette compétition-là. Il faut ajouter aussi le fait que le Maroc veut organiser la Coupe du Monde en 2030. Oui. Après Donc, vous savez que bon, quand vous n'avez pas une équipe qui quand même qui a un minimum, c'est-à-dire des bagages et autres là, tout ça, ça peut jouer contre vous quand vous voulez organiser une Coupe du Monde alors que vous ne pouvez même pas réaliser une victoire lors d'une phase finale, ça devient compliqué. Donc tout ça, ça a motivé le Maroc à se donner. Et je suis sûr que ça ne sera pas un match facile, quoi, parce que ça sera pas aussi facile que l'on pense, parce que l'Espagne voudra, bien sûr, non seulement se qualifier, mais pouvoir peut-être espérer être premier du groupe. Et le Maroc ne va pas se donner gratuitement. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont venus aussi à la Coupe du Monde avec des ambitions, même s'ils sont éliminés. Bon, il reste une équipe quand même à respecter, quoi. D'accord. Alors on va passer au groupe D, dans lequel figure le Nigeria. Le Nigeria qui a perdu son premier match. Le Nigeria a perdu le premier match face à la Croatie, 2-0. Ils ont renversé la tendance lors de leur deuxième sortie face à cette sympathique formation de l'Islande. 2-0, 2 buts de Moussa, Ahmed Moussa. Le Nigeria s'est vraiment relancé dans cette compétition. Hein. Il reste encore un gros match à jouer face à l'Argentine. Mais déjà, on peut s'arrêter sur cette victoire du Nigeria face à l'Islande. Je pense que le Nigeria a fait un bon résultat. En première mi-temps, dans le jeu, il y a beaucoup de choses à redire, mais je ne les ai pas trouvés ridicules lors du premier match face à la Croatie. Nous, c'était le coup de sort, l'autogol qui a désorganisé l'équipe. Vous voyez quand même, le Nigeria ne me surprend pas. Rappelez-vous, lors de l'émission qu'on avait eue ici après le tirage au sort, je disais que le Nigeria avait un coup à jouer dans cette poule. Et bon, et ça ne me surprend pas qu'ils puissent battre l'Islande parce que bon, l'Islande, comme vous l'avez dit, c'est une équipe sympathique, mais dans le jeu, ça ne joue pas bien et malheureusement pour eux, oui, mais bon, quelle Argentine? L'Argentine de Messi, l'Argentine de Mascherano, l'Argentine de toutes ces stars qu'on connaît. Cette équipe-là, elle n'a d'Argentine que le maillot bleu et blanc. En termes de qualité de jeu, je suis désolé, c'est une équipe quelconque. Mais bon, pour revenir à ce que je disais sur l'Islande, entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, a perdu. Les joueurs qui ont été les hommes forts de 2016 sont tous en retrait. L'attaquant de Nantes qui n'est même pas appelé, le Gylfi Sigurdsson qui a manqué le penalty a fait une saison terrible à Everton. Le capitaine était blessé, donc ça a été compliqué. Donc ça ne me surprend pas que le Nigeria vienne à bout de cette équipe-là. Gaël Baïla, c'est votre avis? Vous pensez que le Nigeria n'a pas eu à forcer son talent pour s'offrir la tête de l'Islande? Non, le Nigeria a joué le football qu'on attendait de lui. Voilà, parce que lors de sa première sortie, on a vu que cette équipe a manqué d'audace. On a senti une équipe sans idée sur le plan offensif. Et comme l'a dit Nourou, l'autogol n'a pas été aussi quand même desservi parce qu'on sait que cette équipe est beaucoup jeune. C'était une formation qui était assez jeune. Donc il y a quand même quelques joueurs expérimentés. Oui, pour encadrer tout ça, il y a quelques joueurs. Obi Mikel, Moses, on a Igalo et même Ahmed Moussa qui a joué et même un mondial déjà. Donc le statut de l'équipe, la moyenne d'âge est autour de 25 ans. Et quand vous prenez un but sur autogol comme ça, forcément ça désorganise un peu l'équipe. Et offensivement, on a senti que cette équipe était assez crispée. On a senti des joueurs qui étaient crispés. Même sur ce second match, la première mi-temps contre l'Islande n'a pas été d'un très haut niveau. Mais sur la seconde période, on a vu une équipe qui s'est libérée juste après le but de Moussa. Et le ballon, le jeu a commencé à être un peu plus fluide, une fois que le ballon circulait. Et on a compris maintenant que c'était peut-être que l'ampleur de l'événement avait inhibé un peu cette équipe-là. Et ce but de Moussa là a permis de se désinhiber et puis commencer à jouer, laisser libre cours à leur talent, libérer leur génie en fait. Et je pense que le Nigeria aujourd'hui, avec le capital confiance engrangé
après cette victoire-là, peut vraiment donner du fil à retordre, ou même faire mieux même hein, que de résister face à une équipe de l'Argentine qui n'a pas vraiment convaincu lors de ces deux sorties. Alors, oui. Moi, je pense que peut-être Garnet va revoir sa façon de jouer parce que, en dehors de la deuxième mi-temps du dernier match-là, si je regarde les 90 minutes du premier match ainsi que la première mi-temps du match contre l'Islande, là, j'ai remarqué que le Nigeria ne joue pas dans les couloirs. C'est-à-dire que je ne vois pas de développement dans les couloirs. C'est le seul centre d'ailleurs que Moses a fait au cours des deux matchs là. C'est ça qui était le premier but de Ahmed Moussa. Donc si ils ne changent pas de façon de jouer, bon, ils vont peut-être s'amuser et puis repartir à la maison parce qu'on ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, une équipe qui développe son jeu, qui se contente de faire la possession du ballon jusqu'au milieu du terrain et après, bon, on fait des rétropasses. Il n'y a pas quelqu'un qui prend ses responsabilités comme Ahmed Moussa l'a fait pour pouvoir vraiment développer le jeu de côté pour faire des centres, pour pouvoir mettre en difficulté par exemple la défense. Donc je pense que Garnet doit revoir, peut-être qu'il a joué à la prudence pour ne pas se livrer, mais aujourd'hui on ne peut pas jouer sans prendre des risques. Il faut qu'ils prennent des risques et que bon, des gens se jettent pour pouvoir. Sinon, bon, si le penalty rentré par l'Islande était rentré, le match, ça allait changer le cours du jeu. Je dis quand même que Garnet a apporté quand même quelques retouches hein, sur son second match, contrairement au premier match. On a vu qu'il est passé à un schéma 3-5-2, voilà, où des garçons comme Moses se sont retrouvés dans leur rôle, comme en club. John Obi Mikel qui est redescendu un cran en dessous, et je crois que c'était le souhait, c'était même les anciens internationaux tels que Okocha et Odemoinji. Et le Nigeria s'est vraiment libéré sur la seconde période. Mais là où il faut s'inquiéter, c'est la naïveté défensive de cette équipe-là. Voilà, parce que sur le premier match, quand vous voyez le penalty que tous provoque, à ce niveau-là, il a fallu recourir à la vidéo pour voir c'est impardonnable. Et même sur le second match, le penalty encore que provoque Eboui, il pouvait quand même éviter l'attaquant. Il avait plusieurs solutions que d'accrocher la jambe de ce dernier là. Et fort heureusement, le penalty n'est pas rentré et ça permet au Nigeria de se mettre au vert au niveau du goal average. Et ça peut avoir son pesant pour la suite de la compétition. Nigeria-Argentine mardi, Islande-Croatie, les deux matchs vont se jouer à la même heure sur le coup de 18h. C'est vrai que la difficulté dans ce groupe-là, c'est que la Croatie est déjà qualifiée, il reste une place pour 3 équipes. Il reste une place pour 3 équipes, mais bon, je dirais pour 2, sans être devin, je ne pense pas que l'Islande viendra à bout de la Croatie. Je pense que les choses vont se jouer entre l'Argentine et le Nigeria. Si l'Argentine nous montre le même, oui, ça c'est sûr, malheur au vaincu, mais si l'Argentine nous montre le visage qu'on l'a vu lors des 2 derniers matchs, bon, je pense que le Nigeria peut être tranquille. Maintenant, c'est une grande nation de football qui a de grands joueurs. Et ça ne m'étonnerait pas que certains joueurs prennent le pouvoir parce que visiblement Sampaoli est dépassé. Et peut-être que le Nigeria doit se préparer à une rencontre difficile parce qu'après la défaite contre la Croatie, beaucoup d'Argentins pensaient que c'était fini. Et il faut éviter on va même parler de cette formation argentine. Hein. On s'attendait à beaucoup du côté de l'Argentine, de Lionel Messi, de Mascherano, de Di Maria, de Higuaín, plein de joueurs, même Pavone, mais jusque-là, hein, on ne voit pas cette formation argentine-là. Est-ce que ça peut être, le réveil peut venir face au Nigeria, Gaël? Déjà, il faut savoir où se trouve psychologiquement cette équipe. Ça, on ne le sait pas parce que sur les 2 premiers matchs, l'Argentine n'a pas vraiment proposé grand-chose. Et surtout sur le second match, en deuxième période, carrément, ils se sont fait harakiri avec un Caballero. Oui. Et voilà. Un gardien aussi qui n'arrange pas voilà, justement. Derrière. Alors qu'il a été retenu et titularisé par Sampaoli parce qu'il estimait que Romero était blessé. Il estimait que ce garçon avait un très bon jeu au pied. Ce n'est pas ce qu'on a constaté contre la Croatie. Et voilà. Il a carrément offert le caviar à la bande à Modric. Justement, maintenant, avec 3
prendre 3-0 quand on s'appelle l'Argentine. Ça laisse forcément des traces. Et de l'autre côté, vous avez une équipe du Nigeria qui revient de loin, avec qui est totalement en confiance, qui est relancée totalement. Et il y a encore des garçons qui n'ont pas encore montré l'étendue de leur talent. J'en veux pour preuve Alex Iwobi, j'en veux pour Keliacho Ainacho. Ouais, Iwobi par exemple, lui c'est un garçon qui, je crois qu'il avait été blessé quand même vers la fin de la saison. Il manque de rythme, même sa titularisation lors du premier match avait été un peu critiquée. On trouvait que Genotro aurait dû le ménager au moins pour la suite de la compétition. Mais c'est dit que le match Nigeria-Argentine, comme l'a dit Nourou, ce sera le match le plus important de cette poule-là, parce qu'on voit très mal quand même l'Islande venir à bout d'une formation telle que la Croatie. Nigeria-Argentine, vous voulez dire quelque chose? Oui, ce sera sur le coup de 18h ce mardi. Ouais, ce mondial-là n'est pas le mondial de Messi. Et il y a beaucoup de signes qui montrent que bon, vraiment, il n'a pas la baraka jusqu'à rater des pénaltys. Et si je regarde l'Argentine, la façon dont l'Argentine s'est qualifiée pour ce mondial-là, bon, moi je ne suis pas surpris de la prestation. C'est vrai que le nom fait l'équipe. Quand on dit Argentine, on dit Brésil, Allemagne, bon, ça fait gros, mais ça doit se prouver sur le terrain. Et cette Argentine-là, bon, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ne nous a pas montré que c'est l'Argentine de Diego Maradona que bon, on peut craindre déjà avant de monter sur le terrain là. Donc, vu que le Nigeria a vraiment le vent en poupe, je pense que ce sera vraiment difficile pour l'Argentine de remonter tous ces obstacles-là. Parce que psychologiquement, je pense que les garçons sont atteints. Et ça va être difficile, surtout face au Nigeria, parce que bon, je me rappelle qu'en match amical, le Nigeria avait déjà battu l'Argentine pour la préparation 4-2. Donc psychologiquement, c'est un avantage pour le Nigeria d'affronter cette Argentine. J'aimerais juste apporter un petit bémol. C'est que l'Argentine a une nouvelle chance, et une chance en or. Et si on revient à des schémas classiques, parce que bon, les expérimentations de Sampaoli ont prouvé que ça ne marchait pas si on revient à un schéma classique, et il y a la grande chance de l'Argentine, ou le ressort sur lequel il pourrait s'appuyer, c'est Messi toujours. Mais Messi, le Messi qu'on connaît, le Messi insouciant, c'est lui qui n'endosse pas la pression. Pour être le meilleur, il faut que je rapporte la Coupe du Monde comme Maradona. Je pense que c'est ça qui est en train de pourrir son mondial. Et pendant 4 ans, toute la communication autour de ce joueur, il faut remporter une Coupe du Monde pour devenir le meilleur de tous les temps. Et on sent une pression. Vous sentez Messi tendu sur le terrain, qui cherche à faire la différence tout seul. Mais je pense que s'il s'enlève cette pression et vient jouer normalement, ça va rassurer aussi ses coéquipiers. D'accord. Alors on passe au groupe de la Tunisie, le groupe G. La Tunisie d'ailleurs qui était opposée hier samedi à la formation belge, les Diables Rouges, qui l'ont remporté sur le score de 5-2. Excusez du peu, hein, c'est assez terrible comme score pour nos amis tunisiens, battus dans toutes les dimensions de cette rencontre-là. C'est quand même un score lourd pour la Tunisie. Éliminé de cette compétition. Encore heureux qu'ils aient pu marquer 2 buts. Je pense qu'il faut voir. C'est vrai qu'à tous les coups, la Tunisie a marqué, voilà, même contre l'Angleterre. Ils ont marqué avant de se faire. Il faut voir du positif, mais moi je ne m'attendais pas à des miracles de la part de la Tunisie dans une poule où vous avez l'Angleterre et puis la Belgique. Mais je pense aussi que bon, le premier match, ils n'ont pas été ridicules. N'ont pas été ridicules. Ils ont, à la dernière minute, sur encore un oubli défensif, sur Harry Kane, je ne sais pas, les équipes africaines, quand vous analysez les buts qu'ils ont encaissés, c'est sur coups de pied arrêtés, sur des fautes largement évitables, et à chaque fois, comme l'a souligné Abdul Karim sur Ronaldo, le joueur le plus dangereux est toujours seul. Vous regardez le premier match, Harry Kane, il est tout seul pour propulser le ballon au fond. Et deuxième but, c'est une photocopie conforme. Donc je pense que bon, on le dit à chaque mondial, c'est des détails qui nous tuent, mais bon, malheureusement, c'est difficile. En tout cas, pour ce 5-2 là, ce n'est pas les détails, parce que là, la Tunisie n'était pas au niveau de la Belgique. Oui, moi je me rappelle qu'une année, il y a eu un séminaire à la Fédération burkinabé de football avec la présence de l'entraîneur ivoirien Yeo Martial, qui disait que pour évoluer au haut niveau, il faut faire attention à tous les micro-détails.
Voilà, et c'est ce qui a manqué à la Tunisie. Je me disais qu'au vu de leurs prestations, leur préparation, je pensais que cette formation allait tirer beaucoup d'enseignements de la préparation pour éviter ces genres d'erreurs, surtout le match perdu contre l'Angleterre. Contre la Turquie, la Tunisie menait en amical 2-1. À la dernière minute, ils se font rejoindre le score. Contre l'Espagne, leur dernier match pour le mondial, ils font jeu égal avec l'Espagne. Et à la dernière minute, ils se font encore rejoindre le score. Mais immédiatement, quelques jours après, vous jouez votre premier match en Coupe du Monde à 1-1 à la fin du match contre une formation contre l'Angleterre. Il n'y a pas de relâchement possible. On tire des enseignements de ça. Et malheureusement, ils encaissent ce but-là. Et c'était une occasion en or pour eux de pouvoir jouer un très bon coup dans cette poule. Parce que c'était une poule quand même, c'est une poule dont le niveau est assez très élevé avec la Belgique et autres. Ils ont perdu ce match et contre la Belgique, bon voilà. Et la bande à Lukaku et Eden Hazard ne leur ont pas laissé de chance. Ils ont très tôt tué le débat. La Belgique aussi regorge de grands joueurs, Eden Hazard, Lukaku, Witsel. C'est une Belgique qui montre. Les Nendolen qui n'ont même pas eu de place. Qui montre un tout autre visage, qui n'est pas cette équipe de Belgique où il fallait. De Villemot, il fallait systématiquement passer le ballon à Eden Hazard pour qu'il se débrouille. Aujourd'hui, on voit que c'est une équipe qui joue très bien. Voilà, qui a une bonne occupation du terrain, il y a du collectif, il y a du talent, un milieu de terrain vraiment très fourni. Et c'était un gros outsider. Mais De Bruyne, quand il est en forme, comme c'est le cas lorsqu'il a Manchester City, vous vous rendez compte que des garçons comme Moussa Dembélé sont encore sur le banc. Il faut craindre cette formation. Il y a un énorme potentiel et ce potentiel est en train de s'exprimer sous la houlette de Ramirez. Ce n'est pas comme sous le temps de Thierry Henry. Voilà. Et pas comme sous l'ère Villemot où on savait déjà que prenez le ballon, donnez à Hazard et puis on assiste. Non, c'est plus ça. D'accord. Alors, oui, parce que en fait, la Tunisie allait, comme ils ont pu jouer un match équilibré face à l'Angleterre et ça s'est joué sur les détails, ils sont partis avec dans la tête qu'ils pouvaient défier la Belgique. Je pense que s'ils étaient allés avec une stratégie de contrer, c'est-à-dire les Belges et de procéder par de contre, peut-être que ça allait avoir un autre résultat. Mais le fait de se livrer, de penser que non, on peut faire jeu égal avec la Belgique, ça a été décisif. Ils ont pris un lourd score. Je pense que s'ils étaient partis sur la défensive, au moins ils allaient limiter les dégâts. Est-ce que c'était possible de jouer sur la défensive quand on cherche la qualification? Après avoir perdu le premier match, est-ce qu'il y avait encore le moyen de vouloir défendre? Il fallait aller chercher la qualification. Il fallait ouvrir le jeu. C'est une bonne chose qu'ils aient joué parce que si vous regardez les premiers matchs des équipes africaines, on a joué trop petit bras, pour reprendre les expressions de Christophe Dugarry. Bon, on est là, on sait qu'on ne va pas gagner la coupe, on se lâche et puis bon, je trouve que ça n'a pas été mauvais. Il faut dire aussi que la Tunisie n'a pas été aidée. Avant la compétition, Kazri, qui était leur élément le plus important, était blessé. Il est revenu, mais il n'est pas à 100%. Le gardien qui se blesse au premier match, à bout de 16 minutes. Bon, je pense que l'un dans l'autre, perdu pour perdu, jouant pour se faire plaisir. D'accord. Et ça va être peut-être le cas ce jeudi sur le coup de 18h face au Panama. Les deux équipes pratiquement éliminées. Le Panama encore à sa survie. Mais quant à la Tunisie, c'est fini pour cette compétition. Pourtant, l'entraîneur Malou de la Tunisie disait que le capital confiance était là, surtout face à la Belgique, un pays qui n'avait pas battu l'Angleterre lors des grandes sorties mondiales. C'est pour ça que je disais qu'il fallait jouer stratégique. Parce que si la Tunisie essayait de jouer un match nul contre la Belgique, ils avaient. Face au Panama, ils allaient se libérer. Et puis, en cas de victoire, ils auront 4 points. Et ce qui va les rapprocher peut-être de la qualification. Mais bon, se livrer comme ça, et puis bon, on joue pour le plaisir. Avec ce qu'ils ont encaissé, bon, ça sonne définitivement l'élimination. C'est pour ça que moi je pensais que tactiquement ils allaient essayer de contrer la Belgique. C'est dit que cette Belgique-là, c'est une équipe vraiment qui a les qualités, des joueurs de grande qualité. Mais c'est vrai quelque part aussi, la Belgique elle-même craignait la Tunisie aussi. Parce que Eden Hazard disait qu'il a joué avec beaucoup de joueurs tunisiens du côté de la France et que c'est des bons joueurs, donc ils ne seront pas ridicules. Donc forcément, ça les donnait non seulement de la confiance, mais ça mettait un peu la Belgique à l'avant-garde face à cette équipe tunisienne. Oui. Soyons sérieux, ça c'est la langue de bois du footballeur. Et vous dites, si vous voulez jouer tactique, de rester derrière contre des gens comme De Bruyne qui, chaque semaine,
jouent dans des équipes qui ont le ballon pendant 80% du temps. Ils savent jouer. Des gens comme Mercedes, dans les petits espaces, c'est des génies. Eden Hazard, le premier but, c'est quoi? C'est un penalty. C'est un penalty. Il l'a pris par vivacité. On peut dire que la faute était un peu en dehors de la surface. Mais c'est le talent pur. En 1 contre 1, il est passé. Donc, c'est difficile quand vous avez face à vous des techniciens et vous voulez rester dehors. Ils vont vous pilonner aussi. Des finisseurs comme Romelu Lukaku qui s'est offert au passage un doublé dans ce match-là. Alors, oui, Galibala? Non, ben, je pense que pour le cas de la Tunisie, hein, les carottes sont déjà cuites. Hein, et maintenant, il faut se faire plaisir contre le Panama. Et puis, préparer peut-être les éliminatoires de la CAN 2019. Ce que je trouve assez curieux et particulier, c'est que c'est tous les pays de l'Afrique blanche qui sont sortis. La Tunisie, l'Égypte et le Maroc. Espérons que ce ne sera pas tout court tous les pays d'Afrique, parce que le Sénégal nous a donné un motif de satisfaction, le Nigeria aussi. Parlons du Sénégal en même temps. Le Sénégal qui va jouer ce soir sur le coup de 15h face au Japon, c'est dans le groupe H. Le Sénégal qui a gagné son premier match sur le score de 2-1 face à la Pologne. Et c'était le jeudi dernier. Automatiquement, le Sénégal qui venait de signer la première victoire africaine, et le Sénégal qui donne en même temps de l'espoir non seulement à tout le Sénégal mais aussi à toute l'Afrique avant que le Nigeria ne s'impose face à l'Islande. Le Sénégal a un bon pied pour franchir le premier tour, accéder au 8e de finale. Contrairement à ce qu'on constate, on a l'impression que les pays africains arrivent à ce mondial-là juste pour dire on est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose de salutaire, on va y aller jouer sans avoir des ambitions réelles. Par contre, cette équipe du Sénégal est très ambitieuse et elle compte passer le premier tour et accéder au 8e de finale. Elle est très ambitieuse et j'avoue qu'au début, j'étais parmi les sceptiques. Je ne pensais pas que le Sénégal aurait pu faire ce parcours. Notamment, je trouve que cette équipe est moins talentueuse, surtout quand on a pour référence la belle équipe de 2002. Mais elle m'a surpris agréablement en réussissant à battre la Pologne qui était donné comme favori du groupe. Maintenant, je vais emprunter une expression à nos amis du rugby, il faut transformer l'essai. On a battu le plus fort. Le danger qui guette le Sénégal, c'est de penser que c'est acquis et de faire un mauvais match contre le Japon. Je pense qu'il faut, dès ce soir, assurer la qualification. J'espère, je pense, connaissant la rigueur d'Aliou Cissé, il saura ramener ses troupes dans les réalités et pouvoir vraiment remporter ce match. Lui qui a été beaucoup critiqué, Aliou Cissé, avec son trio d'entraîneurs à côté de lui, tous des anciens footballeurs, Tony Silva, Omar Daf et un peu Khalilou Fadiga qui sert un peu de conseiller ou même de manager de ce groupe-là. On va dire que cette équipe sénégalaise a beaucoup de chances d'aller loin dans cette compétition. Face à une formation japonaise ce soir, ça ne va pas être du cadeau. Quand on a vu ce que le Japon a fait devant la Colombie, c'est vrai que la Colombie avait joué pratiquement à 10 contre 11 durant toute la rencontre, mais les Japonais ont prouvé qu'ils ont de la valeur et qu'ils ne sont pas à cette compétition-là pour regarder les autres jouer. Oui, comme en 2002, le Sénégal rentre bien dans sa compétition. C'est vrai que cette victoire, on ne peut pas la comparer à celle de 2002, il y a moins de ferveur autour, mais c'est quand même ce que le Sénégal a montré est quand même intéressant. Et on a vu une équipe qui n'a pas douté, qui est venue et qui a joué avec ses armes, qui a joué sur ses qualités, beaucoup d'impact physique dans les duels. Beaucoup de ballons récupérés, on a senti de la générosité des attaquants même dans les replis, de la générosité dans les efforts, dans le repli défensif au niveau des attaquants. Un Sadio Mané qui s'est fondu dans le collectif, un Banyang qui a été décisif sur tous les 2 buts. Et voilà, l'équipe du Sénégal se lance très bien. Contre le Japon, il suffit de jouer carrément avec les mêmes idées, avec la même arène, mettre encore de l'impact dans les duels, et je pense que le Sénégal peut faire un très bon résultat contre le Japon, qui me paraît un peu, cette formation japonaise me paraît un peu moins forte que celle qui a joué en 2014, malgré qu'il y a encore des très bons joueurs tels que Kagawa et autres. Mais je ne les sens pas trop sur le plan physique pour déstabiliser cette équipe du Sénégal, et c'est à lui aussi de savoir tenir le discours pour ne pas que les garçons se rendre sur le terrain avec un excès de confiance et oublier cette rigueur-là, et cette concentration qui leur a permis de battre la Pologne. Sénégal-Nigeria, on peut se fier sur ces deux restants africains? Non, je pense qu'on aura
au moins une équipe au second tour. Ça, au moins, c'est sûr. Au moins, une équipe. À défaut d'avoir les deux. À défaut d'avoir les deux, on aura au moins une équipe. Parce que, bon, c'est pas facile pour même le Sénégal. Parce que, bon, quand je regarde le match du Sénégal, ils ont marqué 2 buts, mais bon, c'était. Bon, c'est pas des buts pour moi construits. C'est un autogol et puis bon, une occasion, un but sur, voilà, un peu une erreur défensive. Donc bon, il va falloir travailler à vraiment nous prouver que bon, on peut concevoir et puis aller marquer notre but. Je pense que Sadio Mané va sortir. C'est ce que je voulais dire. Ça peut être le match de Sadio Mané parce que jusque-là, il est un peu timide dans le jeu. C'est vrai qu'il est beaucoup plus fondu dans le collectif que de prouver son talent qu'on lui connaît du côté de Liverpool. Non, je pense que toutes ces grandes stars africaines-là, souvent quand on les regarde, quand ils viennent en Afrique, le regard est déjà biaisé parce qu'on s'attend à ce qu'ils soient aussi à l'aise qu'en Europe. Ils n'ont pas les mêmes coéquipiers autour d'eux. Exactement. Et donc c'est compliqué. Si vous regardez Liverpool, Sadio Mané, il joue sur 30 mètres. Il n'a pas à s'occuper d'aller faire remonter la balle. Il y a des gens qui le font pour lui. Alors qu'on voit le Sadio Mané à cette Coupe du Monde, qui est partout, au bord de sa surface, de ses 16,50 m, pour chercher le ballon et remonter à l'attaque. C'est compliqué. Moi, je pense que s'il continue comme ça, bon, c'est pas mal. C'est le leader, il faut savoir donner l'exemple. S'il faut se sacrifier pour le bien du collectif, c'est tout à son honneur. Mais on attend encore beaucoup de lui quand même. Oui, mais déjà ce qu'il fait, le produit, c'est très bien. Il prête main forte à sa défense, à ses milieux de terrain. La première rampe de lancement des contre-attaques de son équipe. Et je pense qu'il va monter forcément en puissance au cours de la compétition. Et déjà, la victoire acquise contre la Pologne, c'est une victoire d'équipe. On a senti cette générosité, cette solidarité. Et il faut rester dans ce même état d'esprit-là. Mais clairement, Sadio Mané aura son moment dans ce mondial. Après le Japon, il se dresse aussi devant le Sénégal, une formation colombienne qui tient aussi au 8e de finale, Abdou Karim. Mais tout dépendra du résultat du match Pologne-Colombie et puis et même du match Sénégal contre le Japon. Oui. Parce que si le Sénégal s'en sort bien face au Japon, c'est-à-dire il assure sa qualification avant de rencontrer la Colombie. Oui. Ça sera. C'est peut-être l'enjeu de cette rencontre face au Japon, une victoire et puis on se met à l'abri pour le prochain tour. La meilleure formule là, c'est de gagner ce match face au Japon et puis bon, après Colombie là, on va voir. L'essentiel c'est de passer, même si on est deuxième du groupe, l'essentiel c'est de franchir ce tour là. Le match Colombie-Pologne aussi mérite d'être suivi parce que voici 2 équipes qui étaient annoncées comme les favoris des choses du groupe. Et aujourd'hui qui se retrouvent dos au mur et qui vont s'affronter pour un deuxième match qui s'annonce déjà crucial pour chacune des deux équipes. Et c'est à l'avantage aussi de l'équipe du Sénégal qui doit capitaliser sa première victoire et battre le Japon. Ça leur ouvre un boulevard, puis ça peut permettre aussi à Aliou Cissé de pouvoir faire tourner son effectif parce que la compétition est longue. Et le problème de ces équipes africaines là, c'est que même quand on franchit le premier tour, on sent que arrivé un moment, même en quart de finale, l'équipe commence à être émoussée parce qu'on a tout donné en phase de poule. Et là, s'il permet de se mettre à l'abri dès la deuxième journée, ça permettra à des garçons comme Mani et Baignan qui a eu quand même une grosse débauche d'énergie lors du premier match, qui pourront quand même souffler et permettre à d'autres aussi de goûter quand même à ce mondial. Pardon, juste pour rebondir sur ce point, au-delà de faire reposer les cadres, il y a une question de gestion de l'effectif qui se pose dans le cas du Sénégal. Si vous regardez, il a fait un choix d'hommes forts lors du premier match. Il a mis des Sékou Kouyaté sur le banc, des leaders de l'équipe. C'est pas sûr que ces joueurs-là vont supporter ce statut pendant longtemps. Et plus vite on va se qualifier, plus on leur donnera leur chance de jouer. Ça peut faire baisser aussi la tension au sein du groupe. Ouais. Oui. D'accord. En tout cas, pour le moment, c'est peut-être prématuré de faire un bilan, mais on se rend compte qu'on a déjà 3 équipes éliminées du côté de l'Afrique sur 5. Ce n'est pas la moyenne, mais on se dit que ce qui reste
ce qui reste comme équipe dans cette compétition, ils ont la chance d'aller au second tour et on en veut pour preuve ce gros choc que le Sénégal va livrer ce soir face à la formation du Japon. Alors on a fait le tour d'horizon des différents groupes et en même temps on tire inexorablement vers la fin de cette émission. C'est le lieu pour moi de vous dire merci d'avoir été des nôtres et aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis durant ces 52 minutes. En tout cas, on va se concentrer pour suivre le match du Sénégal face au Japon en espérant bien sûr que les Lions de la Teranga vont bouffer les samouraïs japonais. C'est tout pour cette émission. Merci donc de l'avoir suivi et très bonne journée dominicale à tous et à toutes.